bonjour tout le monde. Ravie d'être là avec vous pour vous parler de ce sujet qui me tient à cœur, donc notamment l'association Women in Games France pour plus de mixité dans le jeu vidéo. Ce dont on parle en général quand on parle de jeux vidéo, quand on demande êtes-vous gamer, on peut se dire quand on est gamer, c'est quand on joue à des gros jeux, on va dire, qui nous prennent des heures et des heures, des jeux compétitifs, qu'on joue sur PC ou sur PlayStation, etc. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le jeu vidéo, ça prend plein de formes très différentes, et notamment les jeux mobiles, les jeux à l'époque Flash, enfin il y a tout est jeux vidéo en fait. Je vais pouvoir vous parler un petit peu de moi maintenant qu'on a parlé de vous. Très rapidement, mon parcours. Donc moi, je m'appelle Harmonie Frey-Burger, je suis vice-présidente de Women in Games France. C'est en bénévolat, donc c'est vraiment à côté de mon métier que je fais que j'ai cette mission d'accompagner l'association. Moi, je travaille dans les ressources humaines à la base. J'ai travaillé en tant que chargée diversité et inclusion chez Ubisoft, notamment pendant 6 ans. Et donc, c'est là que j'ai plongé dans le sujet d'inclusion et du jeu vidéo. Mais auparavant, j'étais joueuse assez occasionnelle, mais plutôt familiale. Avec mes sœurs, on jouait à Alex Kidd, par exemple. On avait une vieille Sega. J'étais pas mal fan de jeux Flash quand j'étais ado. Fruity Park. Personne ne se souvient de Fruity Park, mais moi, c'est encore dans mon cœur. Mais pour autant, mes parents n'étaient pas très fans de jeux et j'ai que des sœurs. Et peut-être que ça a joué sur le fait que ils autorisaient pas trop les jeux vidéo, où ils restreignaient vraiment beaucoup notre temps de jeu. J'ai eu un frère qui est venu, un demi-frère qui est venu bien après, et lui, il a passé son adolescence sur les jeux vidéo, ce qui n'était pas notre cas. Mais j'étais un peu sensibilisée au jeu, mais de manière assez occasionnelle. Et pendant mes études de ressources humaines, j'avais des camarades de classe qui ont fait des stages chez Ubisoft, et je me suis rendu compte qu'on pouvait travailler dans le jeu vidéo, ce qui n'est pas forcément une évidence, mais en fait, tous les jeux auxquels on joue, auxquels vous jouez, ils ont été conçus, ils ont été réfléchis, ils ont été designés par plein de personnes dont c'est le métier, et c'est vraiment une industrie à part entière. Donc j'ai découvert ça, et évidemment, comme c'est une entreprise, il peut y avoir des RH. Donc j'y suis allée en tant que chargée de projet sur le handicap, qui est aussi un sujet de l'inclusion sur lequel il y a pas mal de choses à faire, mais aussi l'égalité de genre, les sujets LGBT. J'ai pu développer pas mal de sujets là-dessus. Et aujourd'hui, je suis malheureusement plus dans l'industrie du jeu vidéo, mais je suis encore vice-présidente de Women in Games, puisque, comme je disais, c'est du bénévolat, donc c'est ce que je fais à côté. Moi, j'ai rejoint l'asso en arrivant chez Ubisoft, parce que j'avais bien vu le côté jeu vidéo, je connaissais pas du tout l'industrie, mais il y avait plein de choses à apprendre. Et j'ai très rapidement vu que c'était une industrie plutôt masculine dans les métiers de production des jeux, et qu'il y avait des choses à faire pour avoir plus d'attention à l'inclusion et faire en sorte que les femmes qui travaillent dans les studios, parce qu'il y en a, qu'on fasse en sorte qu'elles aient une belle carrière, qu'elles soient soutenues et qu'elles aient peu de discrimination, parce qu'on parle vraiment de ça quand on a une entreprise avec 80% d'hommes, 20% de femmes. Du coup, il y a des choses à mettre en place pour s'assurer qu'il y ait moins de discrimination et que tout le monde soit bien traité. Donc j'ai rejoint WIG pour connaître l'industrie depuis l'intérieur, commencer à connaître plein de personnes, le réseau, plein de personnes différentes dans l'industrie, et mettre en place des actions. Et c'est aussi un message que j'aime bien passer, là, qui va au-delà de ma mission chez WIG, mais c'est que en entreprise, les projets que je gérais mettaient du temps à se mettre en place. C'est long, un parcours, un projet à mettre en place en entreprise, il faut convaincre plein de personnes, il faut avoir du budget, alors qu'en asso, ça peut aller très vite. Et donc, j'ai fait les deux en parallèle. J'ai pu mettre en place plein d'actions très concrètes, dont on va parler juste après, qui ont touché plein de personnes dans l'industrie, et en même temps faire mon job chez Ubisoft avec un job qui est un peu plus sur le temps long, mais qui a quand même aussi un impact un petit peu différent.
Et cette mission chez Wix, ça m'a suivi. Donc là, ça fait 4 ans que je suis au conseil d'administration. Et pour moi, c'est vraiment un vecteur d'équilibre dans ma vie. C'est le message que j'aime bien de passer. Si dans votre job au quotidien, vous avez besoin d'un petit peu d'énergie ou un peu plus de sens et que vous pouvez pas vous reconvertir, votre job est bien quand même, le fait d'être en association à côté, ça permet de trouver un nouveau souffle, donner du temps pour quelque chose qui a vraiment du sens et qui vous anime. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu garder mon équilibre dans ma vie pro, d'avoir du temps à côté à dédier à des choses voilà, qui me tiennent à cœur, tout en restant dans mon job au quotidien qui était un petit peu différent. Donc voilà, ça vaut pour l'inclusion, ça vaut pour l'écologie, ça vaut pour plein d'autres sujets. L'association, c'est vraiment un levier très fort pour développer ses compétences, trouver du sens, trouver de l'énergie. Voilà, c'était une petite parenthèse peut-être inspirationnelle. Si vous posez des questions sur que faire de votre temps, les assos, ça permet de faire tout un tas de choses. Donc voilà sur mon parcours. J'ai pas grand-chose d'autre à dire dessus en première instance. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Mais je vais plutôt vous parler du coup de l'asso, de pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de les qualités des gens dans le jeu vidéo et qu'est-ce qu'on peut y faire, nous en tant qu'asso, qu'est-ce qu'on fait avec les studios, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, puisque même si vous ne travaillez pas directement dans l'industrie du jeu vidéo, vous avez peut-être des choses à faire, vous pouvez sensibiliser les personnes autour de vous. Si vous avez des enfants, leur en parler aussi. Si vous avez des neveux, voilà, chaque personne peut être actrice de plus d'inclusion au quotidien, plus d'inclusion dans les jeux, puisque beaucoup de monde joue aux jeux vidéo. Alors, l'asso, c'est une association qui a été créée en 2017 par deux vétéranes, donc personnes qui travaillaient dans l'industrie depuis longtemps, donc Julie Chalmette et Audrey Le Prince. Et en fait, l'histoire, c'est qu'elles se connaissaient bien. Elles travaillaient dans 2 entreprises différentes, mais elles se connaissaient bien. Et en fait, elles se voyaient souvent aux mêmes événements professionnels. Donc les événements où on va faire du réseau, où il y a des conférences métiers, où on nous explique comment développer telle compétence, etc. Il y a plein d'événements comme ça dans le jeu vidéo. Et en fait, elles se rencontraient toujours à ces événements et elles constataient qu'elles étaient quasiment les seules femmes. Donc en 2017, elles se sont dit, c'est pas possible qu'on soit les seules femmes dans cet événement. On sait qu'il y en a, mais faut peut-être aller les chercher, faut peut-être aller leur donner confiance en elles, faut peut-être faire agir pour avoir plus de femmes dans ces événements et dans l'industrie d'une manière générale. Et donc aujourd'hui, on est soutenu par une trentaine de studios, d'entreprises partenaires, dont Extia du coup qui nous soutient là ce mois-ci, et une communauté de membres sur Discord, des adhérents qui ensemble agissent sur le sujet de l'inclusion. Notre objectif, c'est d'améliorer la diversité dans l'industrie et de booster le nombre de genres marginalisés, donc que ce soit des femmes ou des personnes LGBT ou tout type de diversité, s'assurer qu'il y en ait un petit peu plus, qu'on soit un peu plus divers. On est soutenu par plein de bénévoles. Donc aujourd'hui, les personnes présentes sur cette photo et en plus évidemment. Demain, peut-être vous, personnes qui donnent leur temps au service d'un ou plusieurs projets de l'asso. Tout ce qu'on fait, évidemment, c'est bénévole. Voilà, principe de l'asso. Donc on a besoin de soutien à la fois de finances, mais surtout de temps et d'énergie de la part des personnes. L'enjeu des femmes dans le jeu vidéo, de manière générale, il est globalement à 3 niveaux qu'on a cités ici. Le premier, c'est derrière l'écran. Donc, on va dire, c'est la partie de WIG, la partie les créatrices de jeux, celles qui font les jeux, celles qui dessinent, celles qui font les interfaces, qui font les éléments sonores, qui font les histoires. On a des situations de discrimination, plafond de verre. Frédéric nous envoie plein de liens sur ce qui s'est passé effectivement chez Ubisoft et dans d'autres boîtes aussi. C'est des situations qui existent. Alors, pour avoir travaillé du coup sur le sujet diversité inclusion et en RH, il n'y a pas que le jeu vidéo dans lequel il y a ces cas-là, malheureusement. On en voit dans tout type d'industrie, surtout quand elles sont un peu plus masculines. Voilà,
les règles, le respect, les discriminations, etc., sont pas toujours respectées dans toutes les entreprises. Mais là, on fait un focus jeux vidéo, évidemment. Donc, on a cette partie-là. Comment est-ce qu'on évolue en tant que femme au quotidien professionnellement? Est-ce qu'on peut avoir une carrière? Est-ce qu'on a l'idée d'aller travailler dans le jeu vidéo quand on est gameuse petite? Peut-être qu'on ne l'imagine pas forcément. On a la partie dans l'écran aussi. Vous pouvez imaginer, j'imagine, les personnages féminins. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, on va dire, qu'au début de l'assaut, mais quand on regardait les jeux dans lesquels on peut incarner une femme, alors déjà, incarner un personnage féminin, c'était assez rare. Et puis quand on pouvait le faire, ils sont assez stéréotypés. Ça va être des personnages sexualisés, des personnages qui n'ont pas beaucoup de profondeur, ou qui sont uniquement qui sont soumises à un rôle particulier qui peut être celui de la récompense. Voilà. Princesse Zelda, c'est la récompense du héros, tout comme Peach par exemple. Et tout ça, c'est lié en fait à qui fait les jeux, qu'est-ce qu'on voit comme personnage du coup dans les jeux. On cite Lara Croft effectivement, pareil, même problématique. Et puis de l'autre côté de l'écran, les personnes qui jouent. Tu l'as dit au tout début, Nathalie, beaucoup de femmes jouent en fait, mais quand elles jouent, parfois elles se font harceler quand elles jouent en ligne, parce que c'est les seules femmes qui jouent dans une équipe masculine, et donc si on perd, on va considérer que c'est de sa faute, ou alors, franchement, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi on leur dit retourne dans ta cuisine alors qu'on est là pour jouer aux jeux vidéo, mais c'est des choses qui existent encore. Et dans le côté e-sport, peu de e-sportives professionnelles. Donc, je vais entrer dans le détail de tout ça juste après. Mais donc l'action de l'assaut, elle se focus sur la partie professionnelle, comment on accompagne celles qui créent les jeux. Mais c'est un choix. On aurait pu choisir un des autres axes. Mais l'idée de se dire, c'est que tout est lié. En fait, si les jeux sont créés, on va dire de manière très caricaturale, par 100% d'hommes, ils vont créer des jeux un peu pour eux, finalement. Parce que quand on crée des jeux, on a notre propre prisme, mais on va peut-être plutôt créer ce qui peut nous plaire à nous, avec les images qu'on a dans la tête. Donc, on va créer un jeu qui est pour hommes, qui sera marketé, qui sera vendu pour plutôt une cible masculine. Et en fonction du marketing, ça joue beaucoup sur qui est-ce qui va acheter et qui va jouer au jeu. Du coup, on aura une communauté principalement masculine. Et donc, peut-être aussi moins inclusive quand on n'a qu'un seul type de personne, peut-être plus toxique, qui ne va pas forcément être ouverte à d'autres types de joueuses. Donc ça, c'est le cercle vicieux de base. C'est la même chose dans la tech, c'est la même chose dans la médecine, c'est la même chose dans plein d'autres industries. Mais là, l'idée de Wix, c'est de se dire, si on a plus de femmes, plus de diversité qui vont créer des jeux, on va créer des histoires un petit peu différentes, on va créer des personnages qui seront peut-être plus représentatifs de la vie réelle, on va avoir des campagnes marketing, des manières de présenter le jeu qui seront différentes, et donc ça va attirer aussi des joueurs et des joueuses différentes, et donc ça fera un peu le pendant, c'est-à-dire le cercle vertueux de l'inclusion. Donc ça, c'est un peu le constat, mais il y a tellement de choses à faire sur les personnages, les histoires, les joueuses, le harcèlement en ligne, les discriminations en studio. Voilà, ça fait trop pour une seule asso. On se concentre sur le côté pro, mais on a d'autres associations qui créent des actions sur le côté streameuse, par exemple, une asso qui s'appelle Streamer, qui se concentre principalement là-dessus. Et on n'est pas évidemment le seul acteur sur le sujet. Alors, c'est le moment du sondage. Et afin de voir si vous avez bien lu les slides, parce que j'ai peut-être donné la réponse tout à l'heure. À votre avis, quel est le pourcentage des femmes dans les studios de jeux vidéo? Donc dans les studios qui créent les jeux, type Ubisoft, Dontnod, Quantic Dream, etc. Quel est le pourcentage de femmes qui y travaillent? Entre 11, 24, 32 et 50%. Quand je dis aujourd'hui, évidemment, le dernier chiffre qu'on a, c'est 2024, entre 24 et 25. Alors, est-ce que je peux voir la réponse sans voter? Oui. Alors, on a 50% de personnes qui disent 11%, 50% qui disent 24%. Je laisse encore
10 secondes aux dernières personnes pour voter, pour peut-être faire pencher la balance. En tout cas, pas vraiment d'optimisme aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai dit au début, je comprends. Allez, la balance a penché du côté des 24%. Et effectivement, c'est le cas. Aujourd'hui, on a 24% de femmes dans les studios de création de jeux vidéo. Et quand on a commencé à travailler sur le sujet, dans l'asso avec Women Games, on était à 11% en 2017. Donc les choses ont pas mal évolué. Vous voyez la courbe. 2014, on était à 10, 10,6. Ça augmente, ça baisse. Mais globalement, sur les premières années, c'est voilà, plus ou moins stable. Mais là, depuis 2020, en fait, ça augmente pas mal. Et ça, c'est une super nouvelle. C'est pas totalement grâce à WIG, évidemment. On peut pas se targuer d'avoir fait doubler le chiffre nous-mêmes, mais c'est l'action de plein d'acteurs dans le secteur du jeu vidéo et puis la société aussi de manière générale qui parle beaucoup plus du jeu vidéo, qui le met beaucoup plus en valeur. C'est les résultats de plein de choses. Donc là, ce que je vais vous montrer, on a 6 parties de cette image. C'est une infographie qu'on a faite avec WIG et qui reprend toutes les études qu'on a trouvées sur la place des femmes dans le jeu vidéo au sens large. C'est une ressource qu'on a créée en interne, mais pour l'utiliser et pour sensibiliser globalement le grand public, pour montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc là, la première partie, c'est dans les studios, donc le côté vraiment professionnel. 24% aujourd'hui. Dans les écoles de jeux vidéo, on est à 26-27%. Donc ça veut dire qu'on a un petit espoir sur les jeunes. On a plus de mixité parmi les étudiantes que dans le milieu pro. Alors c'est normal. Le jeu vidéo, il y a des entreprises qui ont 10, 20, 30 ans. Donc on garde aussi l'historique. Auparavant, on en parlait beaucoup moins et puis on était à 10% en 2014. Donc voilà, mais en tout cas, on a plus de mixité dans les écoles. 26, c'est quand même pas terrible, il n'y a que 2 points de différence, mais ça s'améliore. Et puis, on a un petit encart là à gauche sur la part des statuts en freelance, parce qu'en fait, dans le jeu vidéo, on a beaucoup de personnes qui sont salariées de grandes entreprises ou de studios, mais aussi, on a aussi pas mal de personnes qui sont freelance, donc qui vont être graphistes freelance, UX designers freelance, qui sont à leur compte parce qu'elles veulent travailler sur plusieurs sujets, ou alors, parfois, malheureusement, qu'elles ne trouvent pas de job qui leur convient dans les studios. Et donc là, on a plus de femmes parmi les freelances, on a 28%. Et 7% de personnes non binaires dans les freelances. On a parmi les personnes en freelance, 40% qui disent avoir choisi ce statut par nécessité. Donc, ce que je disais tout à l'heure, soit on ne trouve pas de job qui nous conviennent, et du coup, on se lance en freelance. Et comme on a plus de femmes dans le statut freelance, c'est des contrats, c'est des situations professionnelles un peu plus précaires. Donc ça, c'est là où on en est côté pro. Je vais passer rapidement sur les autres sujets, mais qui sont tout aussi intéressants. Les personnages féminins, donc on parlait Lara Croft, Peach, etc. C'est assez déprimant de se dire que le temps de parole est 2 fois moins développé quand les personnages féminins que sur les personnages masculins. Donc on a pris les 50 jeux les plus joués de type RPG, donc là où il y a beaucoup de dialogues, et en fait les personnages masculins parlent 2 fois plus que les personnages féminins en moyenne. Donc même si on peut avoir une égalité, avoir autant d'hommes que de femmes dans les personnages, ils parlent beaucoup moins. Et ça joue sur la représentation, sur l'histoire que vont avoir ces personnages, est-ce qu'ils seront creusés, etc. Tout un tas de choses. Seulement 3 jeux sur ces 50 contiennent 50% des dialogues prononcés par des femmes. Parmi les 152 plus gros jeux là publiés en 2022, on a 61% des personnages qui sont jouables, qui sont des personnages masculins, 39 qui sont des femmes, et le reste qui sont indéterminés. On a 2 stades différentes, en 2022 et puis là plus globalement. En tout cas, on a beaucoup moins de personnages féminins que de masculins, et on a 31% des jeux qui sont un cast uniquement masculin. Donc quand tu joues au jeu, tu ne peux que incarner un personnage masculin.
Alors, on pourrait dire, bah, oui, on peut se identifier à n'importe quel personnage. Moi, je joue des personnages masculins, et cetera. En fait, ça joue énormément, surtout quand on est plus jeune, à quel personnage on va s'identifier et donc on va pouvoir créer une relation avec lui et puis, et ça va jouer sur la construction de soi, le lien qu'on va avoir avec le jeu, évidemment. Et puis on a des attentes élevées de la part des joueuses. En ce moment, on en parle beaucoup plus. Bah, 70 des joueurs et joueuses trouvent qu'il est très important d'avoir une diversité de genre dans les personnages. Donc c'est une grosse attente des joueurs et joueuses. Les jeux qui sont sortis dernièrement, là, les dernières années, font beaucoup plus d'efforts là-dessus. Mais bizarrement, quand on a un jeu qui sort avec un personnage féminin et pas de masculin, bah, les communautés de joueurs, elles réagissent de manière assez virulente et voire toxique parce qu'elles, elles ne veulent pas forcément jouer un personnage féminin alors que nous, on passe notre temps à faire l'inverse. Donc il y a un enjeu d'identification et puis quand il y a des persos, comment ils sont représentés. Moi, j'ai pas forcément envie de jouer un personnage féminin qui est hyper sexualisé. Souvent, quand j'ouvre un jeu et que je vois uniquement des personnages à forte poitrine, à moitié dénudés, j'ai pas envie d'y jouer en fait. Donc je ferme le jeu et je vais en trouver un autre. Tout le monde n'a pas forcément cette réaction, mais moi, ça joue vraiment sur mon expérience en fait de jeu. Et du coup, c'est hyper dommage de se couper comme ça certains types de joueurs et joueuses. Ça progresse, mais du coup, il y a encore du travail à faire. Partie joueurs et joueuses, justement, bah, on disait en intro, on a 67% des femmes qui jouent aux jeux vidéo. Et la moyenne d'âge est de 39 ans. Donc, pour moi, ça va assez à l'encontre du stéréotype qu'on a du gamer, qui est encore assez présent dans les esprits, je trouve, quand on vous dit bah, pensez à quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Je suis sûre, on demande à Midjourney ou ChatGPT, fais-moi une image d'une personne qui joue aux jeux vidéo. Bah, ce sera une personne, donc ce sera un homme jeune, peut-être soit 15 ans, soit 20-25 ans max, avec des lunettes, dans sa chambre sombre, etc. On n'est plus du tout là-dedans et depuis bien longtemps en fait. Donc c'est un stéréotype qu'il faut essayer de s'enlever. Donc vous, en tant que parent, en tant que tante, oncle, etc., bah, si vos neveux et nièces jouent aux jeux vidéo, bah, en fait c'est la norme. C'est normal et on a beaucoup de femmes qui y jouent aussi. Mais quand on voit parfois certaines campagnes marketing, on se dit bah, est-ce que vraiment on a cette image qui est proche de la réalité? Je suis pas sûre. Donc là, j'ai 48% des personnes qui jouent au moins une fois par semaine, parmi tous les joueurs et joueuses, donc c'est beaucoup. Et seulement 15% des femmes qui jouent aux jeux vidéo se sentent gameuses, contre quasiment 30% des hommes. Donc c'est ce que je disais aujourd'hui, un peu ce stéréotype de quand on est gamer, il faut absolument jouer à fond. En fait, tout le monde, dès qu'on joue à un jeu vidéo, on peut être considéré comme gamer. Seulement 50% des femmes estiment être bonnes aux jeux vidéo contre 58% des hommes. Donc à nouveau, on se dévalorise un petit peu sur la scène compétitive, on ose moins y aller. Mais c'est une pratique qui est tout à fait commune aujourd'hui. Malheureusement, même si on a beaucoup de femmes qui jouent, bah, on a de la toxicité en ligne. On parlait de cyberharcèlement, on parle de voilà, devoir se cacher quand on joue dans une équipe, en tout cas en ligne. On a 40% des joueuses qui ont des stratégies d'évitement ou de dissimulation quand elles jouent. Donc elles vont se muter, ne pas parler en ligne, changer leur pseudo, cacher leur genre ou ne pas jouer en ligne tout simplement. Et ça, bah, c'est terrible parce qu'à nouveau, ça coupe une expérience. C'est qu'en tant que femme, on n'a pas envie de jouer en ligne parce qu'on sait qu'on va se faire harceler. Donc on n'a pas toute la liberté qu'ont les hommes en ce qui concerne le jeu. Et 4 joueurs sur 10 ont déjà vécu des situations de harcèlement en ligne, et notamment beaucoup plus en situation de jeux de combat ou des MMORPG. Les chiffres sur les joueuses, c'est pour la France, pour la toxicité aussi. Pour les personnages, c'est mondial évidemment, on va parler de tout type de jeux internationaux. Et sur le côté professionnel, c'est sur la France. Voilà, du coup, j'ai terminé de répondre. Super. On
On se disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'en pensent les jeunes? Enfin, en tout cas, ça se joue beaucoup, à l'adolescence, au moment où on va faire notre choix, d'orientation. Est-ce qu'on s'imagine pouvoir, jouer, enfin travailler dans l'industrie quand on est gameuse, quand on est petite? Bah oui, en fait, les 18-30 ans, il y en a, bah, 1/3 qui aimerait travailler dans le jeu vidéo. Mais malgré tout, il y en a 66 qui pensent que le secteur emploie peu de femmes. Bon, ce qui est vrai, enfin, elles ont raison. Mais surtout, de 3/4 considèrent que l'industrie est stigmatisante. Donc déjà, quand on est jeune et qu'on joue aux jeux vidéo, on sait que l'industrie est pas très accueillante. Bah, du coup, forcément, on va moins s'orienter vers ces filières-là quand on va choisir, nos études. Donc il y a à la fois, bah, la réalité qui est aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années, ça va de mieux en mieux, mais on a encore, bah, une situation, voilà, d'inégalité homme-femme, dans les studios. Et puis on a aussi les stéréotypes, autour de tout ce qui est, métier, technique. On oriente beaucoup moins, les jeunes filles au bac, et avant vers, les métiers, scientifiques, de la tech, et du jeu vidéo. Ça fait partie un petit peu des métiers de la tech, une toute petite partie, mais globalement, bah, les métiers techniques, ils pâtissent un peu de tous ces stéréotypes, qu'on a. Alors que, en plus aujourd'hui avec, le boom qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, la technologie qui prend une grosse partie de notre quotidien, si on n'a pas de femmes aujourd'hui, qui s'orientent là-dedans, bah, la tech et le monde de demain sera façonné, par des personnes qui ne sont pas à nous, du coup, qui ne vont pas forcément penser à nos contraintes, et on ne pourra pas participer à cet avenir, on va dire. Petite parenthèse, quand on parle de stéréotypes, comme ça, il y a un exemple que j'aime bien utiliser qui est celui des crash tests sur les voitures. On utilise des mannequins, pour faire les crash tests des voitures, qui sont les mannequins tous pareils. Un modèle, adulte, un module enfant. Le modèle adulte est calqué sur une morphologie masculine et ça date de, je crois, 2022, le premier mannequin, sur des morphologies féminines. Donc c'est-à-dire qu'on testait les voitures avec des corps qui ne sont pas ceux de la majorité des femmes, ce qui fait que 73 des femmes qui ont des accidents, bah, ont des séquelles beaucoup plus lourdes parce que la voiture est pas adaptée, en fait. Les contraintes de sécurité sont pas adaptées. Parce que dans l'automobile, bah, on est beaucoup plus, masculin que féminin et donc on pense via nos propres prismes et on va pas se dire qu'on va faire un modèle, féminin différent alors que, bah, la morphologie est différente, l'écartement des épaules, les hanches et cetera et donc ça a des conséquences, graves sur la vie des gens. Voilà. Donc dans le jeu vidéo, on sauve pas des vies et normalement on sauve pas des vies quoi, mais ça peut avoir quand même des conséquences sur la santé mentale, des personnes qui se font cyberharceler, ça fait quand même, c'est assez lourd, hein, dans le quotidien donc voilà, ce dont on parle aujourd'hui, ça a vraiment des conséquences sur la vie réelle, des gens. Hem, la partie streaming, également forcément tout est lié, puisqu'on a, bah, peu de femmes qui vont créer les jeux, bah, peu de femmes qui vont y jouer et du coup qui vont montrer qu'elles jouent, notamment en streaming et dans l'e-sport. Le streaming, c'est un domaine qui a vraiment, vécu un boom, là, ces dernières années. Donc, on voit que le streaming, les nombre de personnes regardant du streaming de jeux vidéo a augmenté de 90 ces dernières années. Et pour autant, bah, on a très peu de gameuses, streaming, et on a très peu de streameuses de manière, générale. Donc c'est comme on disait sur la tech, quand on a un secteur qui explose, bah, il faut que les femmes prennent leur part, parce que sinon, bah, du coup, la proportion, elle est de plus en plus petite. Et dans le domaine e-sport, on a 7 des personnes, qui, du coup, sont dans des équipes professionnelles e-sportives qui sont des femmes. Donc 7 même pas 10 c'est très, très peu et c'est lié à tout un tas de choses. Donc là, on parlait de l'appétence qu'on peut avoir à jouer à un jeu en ligne, dans des bonnes conditions et puis après on a l'aspect vraiment compétitif. Et l'aspect, toxique qui peut aller, avec ça, qui, bah, du coup n'est pas forcément, très inclusif pour, les personnes qui sont différentes des autres, donc notamment, les femmes. Créatrices de contenu, donc j'en parlais aussi, les streameuses effectivement. On a 3 femmes qui figurent parmi le top 100 des streamers les plus rémunérés sur Twitch.
Donc c'est aussi une question d'argent dans la société. Souvent, les questions de pouvoir et est-ce qu'on peut avoir sa place, bah, ça va être lié aussi à la vie qu'on peut avoir et comment on est rémunéré. Et on a, 2e chiffre, 0 femme dans le top 10 des streamers mondiaux en 2022. Là, c'est en dehors du jeu vidéo, enfin c'est streamer, tout, sujet confondu, mais c'est pour vous montrer un peu l'inégalité qu'on peut avoir, un petit peu partout. Alors, pour répondre à la question de Jérémy, sur les 24 de femmes dans l'industrie du jeu vidéo, connaît-on la proportion des jobs occupés? Alors, c'est un chiffre qu'on avait, il y a 3 ou 4 ans et qu'on n'a plus cette année. Les chiffres qu'on a là, en fait, ils sont faits par le syndicat, le SNJV, Syndicat national du jeu vidéo, qui sort les chiffres, chaque année et auparavant, on avait la répartition par job et là, on l'a plus ces dernières années, donc on ne sait pas comment elle a évolué. Mais parmi les 24 on en a très peu qui travaillent dans la programmation. Les derniers chiffres qu'on avait, c'était 6 des personnes qui programment qui sont des femmes, donc la partie vraiment la plus technique. Après, on en a un petit peu plus dans, tout ce qui est plus, visuel et artistique. Donc, le graphisme, créer les environnements, créer, les personnages, la 3D et cetera. On a un petit peu plus de femmes, mais sans être non plus à 50. Là, on est vraiment dans la partie, studio de production. Dans les entreprises de l'édition, donc qui vont faire le marketing et la communication, des jeux, on est à plus de 24 parce que ce sont des métiers qui sont un peu plus féminins de manière générale dans la société. Mais c'est quand même un peu plus masculin qu'ailleurs puisqu'il faut avoir une appétence jeux vidéo et il faut vouloir envie de prendre sa place aussi dans l'industrie du jeu vidéo. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Et je vais finir sur qu'est-ce qu'on fait chez Women Games pour essayer d'améliorer tout ça? On a 3 axes de travail, la partie carrière, la partie sensibilisation du secteur et communication pour donner envie, aux jeunes, de, travailler dans le jeu vidéo de demain. Sur la partie carrière, on a des actions qui peuvent être, celles de toute, asso sur la mixité. Nous, on l'a appliquée aux jeux vidéo, mais on n'a pas réinventé, la poudre. Hem, Rapidement, l'idée, c'est de se dire que les femmes qui entrent dans le jeu vidéo et dans la tech de manière générale, elles quittent le secteur avant 35 ans. Pour plein de raisons, elles quittent le secteur. Donc en fait, elles passent, allez 10 ans max de leur vie à travailler dans le jeu vidéo et ensuite pour des raisons familiales, pour des raisons de carrière, parfois de rémunération, parfois de discrimination, elles vont travailler, ailleurs. Elles se reconvertissent, elles travaillent en freelance ou elles vont faire leur métier mais dans une autre industrie. Et donc notre, job, c'est d'essayer de les garder et de les faire en sorte qu'elles se développent et qu'elles aient une carrière, qu'elles restent dans le jeu vidéo. Donc on propose un programme de mentorat. On va prendre une personne, qui bosse dans l'industrie depuis plusieurs années avec une junior et on va les matcher, faire des pairs et ensuite elles vont pouvoir discuter, se donner des conseils et surtout être un peu plus intégrées à l'industrie via, bah, ce nouveau réseau qu'elles vont se créer, via le mentorat. Je parlais au tout début de la création de WIG des événements professionnels. Pareil, quand on va, s'inscrire à donc là, il y a la GDC, Game Developers Conference à Donne, qui est un événement, en Bretagne. Il y a plein d'événements pro comme ça. Quand on est la seule femme de son studio, disons on est programmeuse dans un studio de 50 personnes, on est la seule femme, on va se dire: «Bon, je vais pas aller à un événement avec 500, personnes et être la seule femme. Vraiment, j'ai pas envie, je sens que je vais pas être à ma place». Bah, l'idée de Wix, c'est qu'on va donner des places gratuites, déjà pour restreindre le côté, bah, vous allez pas payer en fait. On va vous offrir une place et on va vous accompagner, sur place. On va faire un meet-up, pour, WIG entre membres. On va vraiment accompagner les femmes et la diversité de manière générale pour qu'elles se sentent bien, qu'elles puissent prendre leur place dans ces événements puisque c'est là où on va, acquérir des connaissances sur, les métiers techniques, se faire son réseau et se faire son réseau, c'est, trouver un job dans 2, 3, 5 ans, se faire repérer en tant que professionnel. C'est pour ça qu'on crée aussi des rencontres networking. On va pas parler boulot, pas forcément pendant cette networking, mais on va, voilà, se retrouver entre membres de l'asso pour parler, de ce qu'on aime, dans la vie, parler de son métier et peut-être que,
en parlant à quelqu'un qui va parler de nous à quelqu'un, on trouvera notre futur job dans quelques années. Et aussi, on en fait particulièrement avec Wix parce que en tant que femme, on est moins sensibilisé à entretenir nos relations professionnelles. On n'ose pas trop ajouter les gens sur LinkedIn. On a vraiment un frein sur le développement pro. Donc là, en créant en fait un, un événement qui soit spécifique pour les membres de Women Games, on est dans des bonnes conditions pour pouvoir se créer son réseau. Et on a un échange constant sur Discord qui est ouvert à tous. Je vous enverrai le lien dans le chat tout après. Où on a une communauté qui répond à nos questions. Donc on a plein de personnes qui envoient leur CV, qui se disent est-ce que vous pouvez relire mon CV, voir est-ce que j'ai bien présenté les choses. Pareil pour mon portfolio, on a vraiment de l'entraide en fait entre les membres de WIG qui va vraiment permettre aux femmes de soit d'avoir un premier job ou soit de le garder, de se développer, d'acquérir de nouvelles compétences. Un petit mot sur l'e-sport. On a fait 4 saisons d'un incubateur sur des jeux spécifiques. On a coaché 33 joueuses. Donc on sélectionne des joueuses prometteuses qui ont déjà un bon niveau et on va leur donner du mentoring à la fois soft skills, donc comment se présenter en tant que joueuse, comment faire des discussions avec la presse, etc. Et évidemment, sur le cœur du jeu, être mentorée sur ses compétences de jeu pour ensuite que ces femmes puissent intégrer des scènes professionnelles et surtout des équipes mixtes. Un petit incubateur comme ça de talent qui s'est arrêté en 2023, mais on a fait plusieurs saisons en partenariat avec Riot, notamment sur leur jeu. On a tout un tas de conférences en ligne ou en présentiel où on va te former à comment prendre la parole en public, comment faire son réseau, comment booster son LinkedIn, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi assez facilement dans l'asso. Et les événements, ça, on en a parlé tout à l'heure, mais on a plusieurs événements avec lesquels on est partenaire et pour lesquels on va inciter nos membres à pouvoir y aller. La partie sensibilisation, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec vous. Sensibiliser les acteurs du secteur et au-delà. Donc là, on a l'infographie que je vous ai montré tout à l'heure pour montrer un petit peu où est-ce qu'on en est dans l'industrie et comment est-ce que ça évolue au cours des années. C'est important d'avoir des chiffres et de montrer comment ça évolue, puisque tout ce qui n'est pas objectivé, on peut avoir l'impression que ça va mieux, mais peut-être pas. On a une chaîne Twitch, je vais vous montrer tout à l'heure, et ensuite on a ce guide que je vais vous montrer, parce qu'il peut être intéressant aussi pour vous à titre personnel. Un guide qu'on a créé sur reconnaître et prévenir les comportements sexistes, un guide pratique et juridique, donc au travail. On a pris le droit du travail et la loi, de manière générale, et on a vraiment fait de la pédagogie dessus avec des schémas, des exemples qui ont été pris dans le jeu vidéo pour vous montrer ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire en entreprise, puisque parfois on peut avoir des doutes ou alors ne pas connaître les règles tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Donc là, on a une partie sur le sexisme ordinaire. Qu'est-ce que c'est un agissement sexiste? Avec plein d'exemples très pratiques. L'humour au travail. Voilà. Je suis sûre que vous avez dû avoir des débats aussi chez Extia de est-ce que cette blague-là, elle est OK? Oui, mais c'est une blague. Oui, mais ça stigmatise quelqu'un. Quelqu'un se sent mal à l'aise par rapport à cette blague. Bon, du coup, c'est peut-être pas de l'humour. C'est peut-être une discrimination. C'est peut-être juste une maladresse. Ça arrive aussi. Mais voilà, la question de l'humour, ça peut être vecteur aussi de fun au travail, mais aussi de malaise pour certaines personnes. Donc on a une partie sur l'humour, une partie sur la discrimination, et voilà. Concrètement, que dit la loi? Comment on reconnaît là le harcèlement sexuel? Bon à savoir, quelques exemples, et comment on peut agir par la suite. La séduction, pareil, on a pas mal parlé à différentes occasions dans la société en ce moment, mais est-ce qu'on peut encore séduire au travail? Oui, on peut, si la personne est consentante, tout simplement. Donc on peut faire la différence ici entre séduction et harcèlement sexuel. Et procédure, sanction, et surtout après, c'est comment est-ce qu'on peut agir dans mon entreprise, en tant que témoin, en tant que victime, comment on peut sensibiliser. Voilà, des choses très, très pratico-pratiques, comment on peut réagir,
Donc ça, c'est un doc qui est disponible sur la partie ressources de notre site. Je vous l'envoie. Accessible à tout le monde. Spécialisé jeux vidéo, mais en fait, la loi, c'est la même pour tout le monde, évidemment. Je vais finir cette présentation. Hop, pardon, du coup, il faut que je retourne tout au début. La sensibilisation, le guide, voilà, c'est ça. C'est un guide qu'on a partagé aussi à la ministre de la Culture. Donc là, vous avez la photo de notre présidente qui remet le guide à la ministre de la Culture à la Paris Games Week l'année dernière pour vraiment qu'il soit publié et partagé un peu de manière générale parce qu'on souvent, quand on est junior dans une entreprise, on ne connaît pas forcément nos droits, on ne connaît pas la définition de qu'est-ce que vraiment un agissement sexiste. Donc voilà, tout est dispo. Et notre dernière partie, c'est communiquer auprès du grand public et des jeunes filles sur les métiers du jeu vidéo. Comme je disais tout à l'heure, avec tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur la pratique du jeu, sur les personnes qui jouent au jeu, ben, peut-être que quand on est jeune et qu'on veut s'orienter, on n'imagine pas que c'est qu'on peut travailler dans l'industrie. C'est une industrie qui est, enfin, je disais ça encore jusqu'à il y a 2 ans, qui est assez florissante. Il y a beaucoup de création de postes. Comme de plus en plus de personnes jouent aux jeux vidéo, bah forcément, on a plus de postes. Là, ces 2 dernières années, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de licenciements. On a le contre-coup du Covid. Pendant le Covid, tout le monde était enfermé chez soi, donc le jeu vidéo, ça a vraiment connu un énorme boom. Et maintenant, on a le contre-coup où bah, tout ce qu'on a investi pendant le Covid, bah, peut-être que c'était... voilà, on n'avait pas forcément la vision à long terme. Donc là, on a un peu moins d'ouverture de postes, on a pas mal de licenciements. On en a peu pour le moment en France, encore qu'il y a des studios qui commencent à le faire. Il y en a beaucoup à l'international. Donc, j'ai pas le même message que j'ai d'habitude sur voilà, allez-y, il y a des opportunités. N'empêche que c'est quand même une industrie qui fonctionne. On a encore des studios qui vont bien. On peut encore, il y a plein d'écoles qui forment. Donc, on peut travailler dans le jeu vidéo si c'est ce qu'on veut. Et puis après, si on fait des études en programmation, par exemple, on peut venir dans le jeu vidéo, mais on peut bosser aussi ailleurs en programmation, tout comme en UX, etc. Il peut y avoir des métiers qui sont transférables d'une industrie à l'autre. Mais donc, ce qu'on fait, voilà, on prend la parole, on parle des métiers, on parle de la mixité pour que bah, si vous êtes, on vous pose des questions sur ces questions-là, vous savez vers qui réorienter, vous savez qu'on a encore du travail, vous savez que le harcèlement sexuel c'est interdit par la loi grâce à ce guide. Voilà, vous pouvez avoir des infos à transmettre aux personnes qui sont peut-être victimes de ça. On a des articles dans la presse, on est régulièrement sollicité, notamment autour du 8 mars, hein, pour parler de ça. Et puis on est présente à la Paris Games Week, donc le grand salon du jeu vidéo qui a lieu tous les ans. On a un stand WIG où on montre des jeux qui sont faits par des équipes mixtes et on a les développeuses qui viennent parler de leurs jeux avec le public, parler un petit peu de leur métier, montrer comment on joue au jeu, etc. C'est aussi un moyen de montrer, en fait. Il faut montrer que bah, tout le monde peut jouer et tout le monde peut créer des jeux aussi, que les femmes peuvent créer. Et la preuve, on en a là sur notre stand et elles vont vous parler du jeu. C'est aussi une occasion de participer à plein de tables rondes, parler des métiers, parler des actualités et rencontrer la ministre de la Culture et d'autres personnalités politiques. Je vous donne rendez-vous sur notre chaîne Twitch, Wig on Twitch. On a une émission mensuelle qui s'appelle Press Start, où on va interroger et passer 1 heure avec une personne, une femme du jeu vidéo qui va nous parler de son métier, justement. Comment est-ce qu'elle a connu ce métier, quelles a été ses études, qu'est-ce qu'elle aime bien dans son quotidien professionnel, pour montrer tous les parcours qui peuvent exister, puisque on n'a pas une seule manière d'entrer dans le jeu vidéo. Il y en a plein, et il y a plein de parcours comme ça très inspirants dont on peut s'inspirer. Et on a un groupe sur Steam aussi où on répertorie les jeux qui nous semblent inspirants, inclusifs ou faits par des équipes mixtes. Si vous avez envie de donner de la force et soutenir les équipes mixtes ou même seulement les équipes de femmes qui créent des jeux, on a ce groupe qui est dispo sur Steam. Je vous l'enverrai aussi dans le chat. Et voilà, on est présent sur X, encore peut-être pas pour longtemps, mais on y est encore, Facebook, Twitch, LinkedIn, Instagram.
pour suivre toutes nos actus. Et je finirais par dire que chez WIG, on n'a pas que des personnes qui travaillent dans l'industrie en tant que membres. Bon, du coup, moi, je n'y travaille plus, mais j'y suis encore. On a plein de personnes qui veulent travailler à terme dans le jeu vidéo, mais qui n'y sont pas encore et qui deviennent membres. En bossant sur des projets, ça permet de, voilà, à nouveau se faire son réseau, connaître un petit peu l'industrie et peut-être à terme y rentrer ou en tout cas travailler avec de près ou de loin. L'asso est ouvert à toutes et à tous, hommes, femmes, toujours confondus. On fait pour la mixité et en mixité. Donc c'est vraiment important que tout le monde puisse nous soutenir.